Alors, on est très heureux d'enregistrer ce premier épisode de Canal Sagan ce soir, à la médiathèque François Sagan. Nous, on est Radio Paradis. C'est une radio de quartier qui est née rue de Paradis, pas très loin d'ici. On essaie avec ce projet de diffuser notre passion pour la musique, tout en étant connecté avec notre quartier, ancré dans notre quartier. Et c'est pour ça qu'on a proposé à la médiathèque François Sagan de tenir cette émission. Si ça plaît à tout le monde, si le rendez-vous plaît à tout le monde, on va continuer à tenir ce rendez-vous tous les 2 mois à la médiathèque, avec une première partie plus orientée sur la rentrée littéraire, une deuxième partie où on va faire un focus sur une section, la section Actu, et enfin, comme Radio Paradis est aussi une radio de musique, on va parler musique avec Angélique. Alors pour commencer, on peut peut-être commencer par une petite présentation de votre rôle. On va parler de la rentrée littéraire et est-ce que la rentrée littéraire se passe bien ? Alors moi c'est Christelle et je m'occupe justement de l'acquisition des romans, donc de la littérature générale, mais on va dire que la rentrée littéraire ça englobe aussi les romans policiers. Oui, ça se passe bien. On a pu commander pas mal de bouquins. On a de la chance. On est une grosse structure. La rentrée littéraire, c'est 459 livres publiés. Nous, on en a commandé environ 170 pour l'instant. Donc, on est plutôt bien. On a de la chance. On en a doublé certains. Donc, doublé, ça veut dire qu'on a acheté des documents en double. Certains qui sont comme Jacaranda de Gaël Faye, on l'a commandé en double puisqu'il est il est dans la deuxième sélection des 3 prix les plus prestigieux, on dit ça comme ça, des 3 prix les plus prestigieux, des 3 prix littéraires les plus prestigieux, le Goncourt, le Renaudot et le Femina. Donc les livres comme ça très attendus, comme les Amélie Nothomb, on les double, voire même on les triple. Est-ce que c'est difficile de les avoir avec tout l'engouement qu'il y a autour de ces livres en particulier ? Alors, difficile, non, mais on les reçoit plus tard que dans les librairies. Je pense qu'Elisabeth pourra préciser ça, parce qu'en fait, nous, quand on commande, on passe par un marché. Donc, on a une librairie avec laquelle on travaille. Et elle attend, en grosso modo, qu'il y ait plusieurs sorties, parce qu'il y a des livres qui vont sortir le 21, d'autres le 22, le 23, le 26, et ainsi de suite. Et elle attend la fin des sorties pour tout nous envoyer, grosso modo. Donc, on les a un petit peu plus en retard par rapport aux librairies, mais on est quand même content parce que ça fait 2 années d'affilée qu'on les a début septembre, qui sont équipés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on les prépare, on les équipe, on les filme au luxe, donc on met de la plastification, on les traite d'un point de vue documentaire, enfin c'est pas mal de boulot, et donc on était très contents, là, les 2 années qui se sont écoulées, de les avoir dès 1er septembre, 2 septembre, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Est-ce que chaque année, il y a une impatience des lecteurs qui attendent absolument la rentrée littéraire ? Quand est-ce qu'ils arrivent, les nouveaux ? Oui, c'est un moment phare pour les bibliothèques et pour les librairies de toute façon. Et il y a des titres, par exemple, ils nous disent mais comment ça se fait que vous n'avez toujours pas celui-ci ? Parce qu'on l'a pas encore reçu, on l'a commandé, on l'a pas encore reçu. Oui, il y a de grosses demandes. Et chez nous, c'est un peu particulier, c'est qu'un ouvrage peut être réservé 5 fois. C'est-à-dire 5 fois, en fait, il peut être réservé en même temps par 5 usagers, ensuite c'est bloqué. Et donc c'est un peu frustrant, c'est bloqué jusqu'à ce que le livre soit rendu et ça libère. Donc c'est un peu frustrant pour les usagers de ne même pas parfois pouvoir les réserver, mais c'est pour ça qu'on en achète parfois en double. Ceux qui sont très très attendus, on les achète en double, voire en triple, comme par exemple Triste Tigre de Neige Sino. Oui. Qui est sorti en janvier. Celui-ci, il est toujours hyper emprunté. Et on l'avait pris en 3 exemplaires parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment très demandé. Et ça n'a pas empêché la frustration quand même. Donc tout ça, c'est un envers du décor qu'on ne connaît pas forcément et qu'on est très, très content d'apprendre. J'ai oublié de préciser quelque chose, mais s'il y a des questions à tout moment dans le public, n'hésitez pas à nous dire et on prendra les questions au fil de l'eau. Elisabeth. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement ? Alors, donc je m'appelle Elisabeth, je fais partie de la section adulte. La section adulte, c'est la section dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on est 8 agents, 8 bibliothécaires. Normalement, on est une équipe de 10, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on est 8 agents qui s'occupons du secteur adulte. Donc, pour les lecteurs, c'est tout ce qui concerne la fiction et les documentaires adultes. Et donc, on est sur la rentrée littéraire, plus particulièrement, c'est Christelle, puisqu'on a divisé un peu les thématiques de la bibliothèque par agent. Par exemple, moi, je m'occupe des sciences sociales, on a un collègue qui s'occupe des bandes dessinées, Christelle qui est plus sur les romans.
une autre personne qui va s'occuper de l'acquisition des sciences, voilà. Donc, pour te dire un peu comment fonctionne un peu la section, on a des listes qu'on appelle des listes d'acquisition. Des fois, je vais parler un petit peu jargon, mais c'est sympa aussi de l'avoir en tête, c'est marrant. On a des listes d'acquisition parce qu'on est un réseau de bibliothèques. Il y a plus de 60 bibliothèques dans Paris. Et donc, les bibliothécaires se réunissent, regardent l'actualité éditoriale et disent ça paraît intéressant, ça on le recommande. Donc, tu vois, des fois, il y a des coups de cœur, des choses qu'on a pour la rentrée littéraire spécifiquement. C'est un travail qui est fait par Christelle, mais c'est aussi une demande qu'on a des lecteurs qui nous disent il va y avoir le Amélie Nothomb encore cette année, on l'aura quand. Et en fait, ils n'ont pas forcément en tête la temporalité qu'on a nous. C'est-à-dire, ils entendent parler du truc à France Culture, ils pensent que le lendemain, on va l'avoir, quoi. Et oui, oui. Voilà, tu vois. Et du coup, ils se présentent. Voilà, ils se disent, tiens, j'ai vu un truc. Des fois, il y a des gens, tu sais, qui viennent avec leur liste. Alors, j'ai ma petite liste. Donc on leur dit, en fait, on n'est pas chez le libraire, vous ne pouvez pas commander les livres. Nous, on les commande, on fait ce qu'on appelle une veille documentaire. C'est-à-dire, on regarde ce qui sort et qui pourrait intéresser tout le monde. Et ensuite, on les commande, mais on les commande au libraire. Puisque, comme disait Christelle, on a quand même, on fonctionne avec des marchés publics. On est l'argent public. On fonctionne avec des marchés publics qui ont leur temporalité aussi et qui nous disent ok, ça va, on a tant de budget aussi pour le marché public et on achète à ce moment-là, mais le temps qu'on soit livré et le temps qu'on les traite, il y a un temps aussi que voit pas le public. C'est-à-dire que tu mets 3 semaines pour avoir un bouquin, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Donc on regarde, les bouquins sont plastifiés, les gens ne se rendent pas compte forcément, les bouquins sont plastifiés, s'ils arrivent à être repris sur l'automate, ça veut dire qu'on a rentré, on les a saisis, ça veut dire qu'ils ont une espèce de fiche, un peu comme les fiches papier avant, on les a saisis, et si on fait pas tout ce travail-là en amont, presque le livre en bibliothèque, il n'existe pas. Tu vois, on met la petite cote que les gens connaissent, donc ça prend du temps, et entre le moment où on commande, où Christelle fait le choix des bouquins en se disant, tiens, cette année, la rentrée littéraire, absolument, on prendra ça, et 200 titres, c'est quand même pas rien, et le moment où on les reçoit, il se passe parfois 2 mois. Et d'où la frustration parfois des lecteurs qui disent je pensais que vous auriez on l'a pas. Donc Christelle peut répondre ou nous on répond on l'aura dans la prochaine fournée presque. Oui, ça va arriver, ça va arriver. Suit son cours quoi. Ça va arriver. Mais nous on est vraiment attentif à ça, à ce que ce soit là au moment où les lecteurs le demandent aussi. Et d'ailleurs Christelle en reparlera, mais on a aussi tout un accompagnement du livre. On ne fait pas que poser des livres sur une étagère en disant allez-y, c'est là, débrouillez-vous. On fait toute une là pour la rentrée littéraire vraiment des actions pour que les gens puissent les avoir à disposition, en parler. Voilà, il y a une petite réflexion derrière et un certain nombre d'actions menées sur ces livres-là et d'ailleurs sur d'autres livres. C'est ça toute l'année. Voilà, la valorisation, on appelle ça la valorisation. Toute la valorisation des livres, pas seulement les poser en... Pas seulement les poser, effectivement, il y a... Toute une disposition. Il y a toute une disposition. Là, devant, par exemple, pour la rentrée littéraire, on a fait une table thématique, on appelle ça une table thématique, avec une affiche, on a mis un logo sur les livres, la rentrée littéraire. Donc ça, c'est pareil, c'est un temps qui n'est pas énorme, mais qu'il faut quand même qu'on prenne pour valoriser nos documents, parce que si tu veux, un livre posé comme ça, et voilà. Et d'ailleurs, c'est fait dans les librairies. Tu vois, quand même, les libraires, elles posent de façon intelligente et pour vendre, nous, c'est pas notre cas, mais intelligente et pour vendre les bouquins pour qu'ils soient pris et pour qu'ils soient vus. Et c'est notre rôle aussi, c'est de mettre en valeur les fonds qu'on a et de pouvoir à un moment donné... voilà. En fait, je dirais que la valorisation la plus évidente que les usagers vont voir, c'est les coups de cœur. Ouais. On va écrire des coups de cœur, on écrit des petites critiques. Voilà. Ça, c'est quand on parle de valorisation, parce que c'est peut-être un peu un terme qui n'est pas évident pour tout le monde. Voilà, par exemple, mettre un coup de cœur, c'est de la valorisation aussi. Et alors, j'avais une question précisément sur la sélection. C'est à vous recevez par thème des listes de suggestions, c'est ça? Et ensuite, vous allez venir choisir sur chaque thème. Alors, pas pour la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, pour la recevoir dans les temps, on a justement décidé de la commander en dehors de ces listes qui arrivent plus tard. Parce qu'il faut desservir toutes les bibliothèques. Il y a 72 bibliothèques dans le réseau parisien, donc c'est un peu compliqué. Donc, pour la rentrée littéraire et même durant le reste de l'année, on fait aussi des commandes hors circuit des listes dont Elisabeth parlait. Et donc plus spécifiquement pour la rentrée littéraire, on envoie
Enfin, déjà, il y a des auteurs qui sont incontournables, comme je disais, c'est-à-dire que ne pas prendre Amélie Nothomb, ce serait une erreur. Et après, donc ça, il y a les grands auteurs très attendus. Et après, l'idée, c'est d'essayer de trouver des premiers romans qu'on trouve intéressants, qui vont peut-être toucher le public, des romans moins connus, des auteurs moins connus. Voilà. Le vrai travail, il est là-dessus, pas sur du Amélie Nothomb ou sur du Laurent Godet, quoi. Ça, c'est des auteurs, on sait qu'on va les commander, quoi qu'il arrive. N'importe qui connaissant un peu la littérature pourrait le faire. Oui, il y a tout le rôle de mise en lumière d'ouvrages qui ne sont pas forcément connus par le grand public, tout ça. Et c'est là où la valorisation entre en jeu. Par exemple, pour la rentrée littéraire, là où on va vraiment mettre des coups de cœur écrits, c'est sur les livres dont on se dit, si on les valorise pas, si on les met pas un peu en avant, peut-être que les gens vont pas être attirés parce que l'auteur est pas connu, il est pas passé sur France Culture ou sur la grande librairie, pardon. Du coup, on essaie vraiment, c'est un peu notre travail, c'est aussi de mettre des petits auteurs, enfin pas des petits auteurs, ça veut rien dire. Notre travail, c'est de mettre les auteurs et des petits éditeurs un peu plus en avant. Oui, puis tu vois, là, elle te parle de listes, mais on a aussi ce qu'on appelle les commandes directes, c'est-à-dire qu'en dehors des listes où les bibliothécaires se réunissent et disent tiens, ça c'est intéressant, Christelle, elle fait un travail en solitaire où elle sélectionne aussi une commande qui sera directe, qui passera pas par le réseau, où elle va pouvoir aller commander à un libraire qui est dans le marché, toujours à un libraire, en disant ça, peut-être qu'on les aura un peu plus vite parce que c'est un marché différent, peut-être qu'on les aura un peu plus vite. Et là, elle fait sa sélection à elle de choses moins évidentes, peut-être, qui passeront moins vite sur liste, ou alors elle se dit tiens, je les aurai plus vite si je passe par une commande directe. Le nom correspond bien, et elle les a un peu plus vite. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le reste de l'année, c'est-à-dire qu'on jongle avec d'autres domaines, on jongle entre les commandes sur liste qu'on nous recommande, qui font un travail de veille documentaire génial. Ça sert à rien que 72 bibliothèques fassent exactement la même veille. Là, on s'est réunis pour faire des comités. En fait, on fait une veille ensemble. On fait cette veille-là, et chaque bibliothèque a quand même une marge de manœuvre et achète ses documents en commande directe avec son budget, avec le budget qui reste, mais surtout avec ses envies parfois, avec ses thématiques parfois. Nous aussi, on fonctionne avec les deux. Et je pense que c'est quand même important de préciser que nous, à Sagan, malgré tout, on a quand même de la chance parce qu'on est une grande bibliothèque avec quand même pas mal de budget, puisqu'il faut les remplir, les rayonnages. Donc, on peut quand même acheter pas mal de choses et acheter des choses, du coup, qui ne sont pas passées sur liste parce que peut-être un petit peu trop confidentielles. Et donc, c'est là où le travail de veilleur, on appelle ça un peu comme ça, le travail de bibliothécaire est intéressant. C'est-à-dire, là, j'ai découvert quelque chose, je pense que vraiment, ça peut intéresser, ça va plaire au public et j'ai hâte de le recevoir pour le mettre en rayon, d'expliquer pourquoi je l'ai commandé. Voilà, c'est là vraiment où le métier prend tout son sens, quoi. Oui, que ce soit dans le domaine littéraire, parce que quand on pense à bibliothèque, on pense aux auteurs de littérature, mais c'est aussi dans le domaine scientifique, c'est aussi dans le domaine des sciences sociales, c'est aussi en bande dessinée, c'est aussi en cinéma et aussi en musique, puisqu'on est une médiathèque, donc on a tous les supports. C'est ça, en fait, qui est le cœur du métier et qui est aussi hyper intéressant pour nous et qui fait que tous les jours, en fait, on se demande un peu, parce qu'on a une visée, on peut pas acheter, je te l'expliquais, on peut pas acheter que des livres de gauche ou des livres de droite. Oui, on a c'était la question que j'allais te poser, parce qu'il y a des thèmes aussi où il peut y avoir une orientation dans le choix. Des fois, quand les livres sont trop polémiques, on se réunit pour acheter les documents. Il y a parfois des documents qui sont évidents, il y en a d'autres où ça pose question. Est-ce qu'on achète celui-là? Est-ce que c'est pas un peu trop polémique? Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce que nous on veut valoriser? Par exemple, on a développé le fonds féministe. Faut qu'on fasse attention avec la multiplicité de l'édition des choix éditoriaux qu'on a sur le féminisme. Il faut on a un choix aussi intellectuel à faire. Et on peut parfois être obligé de le justifier à des lecteurs, mais aussi il faut qu'on fasse un choix large, c'est-à-dire que je ne peux pas acheter que les livres qui m'intéressent moi et avec des théories sur lesquelles je suis d'accord. Christelle ne peut pas acheter que les auteurs de romans qu'elle aime, et si elle aime pas les auteurs, je sais pas moi, de policiers, elle va dire moi, la rentrée littéraire, il y aura pas de policiers. C'est pas possible, si tu veux. C'est vraiment il faut qu'on ait une visée. On travaille pour le public, en fait. Notre but, c'est le public, quand même. On n'est pas là que pour répondre au public, et on est là pour lui faire découvrir des choses aussi. C'est-à-dire qu'on propose des choses connues, et notre but aussi, c'est de dire au public, tiens, ça, vous ne l'aviez pas vu.
Moi, je vous le montre Alors, quand même. je t'amène vers... Voilà, je t'amène vers. Je vous le montre quand même où c'est là. Et ça, peut-être vous ne l'auriez pas vu, mais nous, où vous avez besoin de ça pour travailler, parce qu'on s'adresse aussi à des étudiants, on va en gros, on va du grand public jusqu'à la licence. Après, on considère que c'est un peu trop scientifique et que c'est un peu trop pointu, donc pour les ouvrages de documentaires, donc on le fait pas. Mais le but, c'est ça, en fait. Le but de toute bibliothécaire, c'est déjà que le livre soit emprunté et qu'il touche son public. Même si c'est un petit public, qu'il touche son public. Un livre ou CD ou DVD. Pardon. Et d'ailleurs, chaque bibliothécaire a un document qui s'appelle la politique documentaire, donc qui a été travaillé à plusieurs. Et c'est vrai que par exemple, quand si un usager nous demande pourquoi vous n'avez pas acheté ce document, c'est pas juste qu'on n'a pas envie, on n'a pas eu envie de l'acheter ou qu'il nous a pas plu, c'est qu'en fait on se réfère à ce document de politique documentaire. C'est un peu dans les médias, on parle de ligne éditoriale, c'est un petit peu pour faire un. Mais il est commun parallèle. à toute la médiathèque. Alors il y a une politique documentaire commune et après pour chaque fonds, il y a une politique documentaire qui a été précisée. Okay. Voilà, donc moi, j'ai pas la même politique documentaire qu'Elisabeth pour les fonds en sciences sociales. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Ouais. Mais ça évolue, ces lignes peuvent évoluer. Okay. Oui, bien sûr que ça évolue. Tous les ans, si on veut, tous les ans, on retravaille dessus. Je te donne simplement un exemple qui concerne moi, le domaine dont je m'occupe. Il y a eu d'un coup l'émergence de l'écoféminisme. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a eu l'émergence de la politique écologique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ces livres-là, si tu veux, moi, j'avais pas de domaine dans lequel les mettre. J'étais un peu embêtée, tu vois. Un domaine, c'est une cote un peu pour les ranger, pour que le public les retrouve. Ils disent, tiens, j'ai vu un truc sur l'écoféminisme, mais je vois pas de cote chez vous. Alors, si c'est anecdotique, on met pas de cote, on essaye de le ranger dans autre chose. Si on voit que ça prend de l'ampleur, là, on va réfléchir, si tu veux, à un rangement un peu intellectuel, à se dire où on va le mettre, c'est quoi ce domaine, de quoi il parle, et comment les gens vont le retrouver le mieux. Nous, on a choisi la Côte d'Iway. Bon, je vais pas saouler les gens avec la Côte d'Iway, mais nous, on a choisi aussi de faire des chiffres et des mots. C'est-à-dire de dire 300 quelque chose, politique, pour que ça parle aux gens aussi, pour être un peu plus près de la façon dont eux, ils pourraient réfléchir leur domaine de prédilection ou leur recherche. Mais ça ne doit pas toujours être évident de ranger des livres dans des cases. Non, parce que des fois il y a des domaines qui se croisent et t'es bien embêté. L'écoféminisme, clairement, tu mets en féminisme, en écologie, tu sais pas quoi. Tu vois, c'est et donc après ça dépend des éditeurs, ça dépend des auteurs, ça dépend. T'es obligé un peu de regarder un peu ce qui a été dit dans les médias, les résumés. Des fois on se gourre, ça peut arriver aussi, qu'on recote ou qu'on repense un bouquin en se disant non, finalement celui-là, il ira plutôt là, quoi. Tu vois. Bon, moi, c'est très rare, mais ça arrive. Donc toi, tu arrives à commander des romans, par exemple, que tu n'as pas du tout appréciés. C'est même un peu tout le principe, parce que si on devait commander que des choses ou des auteurs qu'on aime, parce qu'en fait, les romans, quand on les commande, il arrive qu'on les ait lus, parce qu'on a la possibilité de les avoir en numérique. Malheureusement, on ne peut pas tout lire, on n'a pas le temps. Parce que on va casser un mythe, là. Voilà, contrairement aux idées reçues, on va peut-être lire 10 pages pendant qu'on fait du service public, mais pas plus, parce qu'en fait, on ne peut pas se concentrer, donc on ne lit pas. Et quand on est dans les bureaux, on n'a pas le temps de lire, donc on ne lit pas sur notre temps de travail. Donc on n'a pas le temps de lire tous les livres qu'on commande. Première chose. Et deuxième chose, même s'il y a un auteur ou une autrice que je n'aime pas, je la commande et je le commande quand même. Parce que si moi je ne l'aime pas, ça ne veut pas dire que les usagers de la bibliothèque ne les aimeront pas non plus. Ça peut arriver qu'il y ait des désaccords sur le choix d'un ouvrage Entre nous ? Oui, ou vous vous consultez tout le temps quand il y a un petit doute sur est-ce qu'on va le mettre en avant Okay. Alors, sur l'achat, après sur la mise en avant, c'est chacun dans son fond fait ce qu'il veut, mais sur l'achat, on a des discussions et on peut... alors, ne pas être d'accord, on se dispute jamais sur l'acquisition d'un livre, mais il peut y avoir un consensus. Si tu veux, si j'ai 8 de mes collègues qui me disent, je vois mes collègues là-bas, qui me disent si, je t'assure, c'est hyper important qu'on lègue, moi je suis là, je vais me ranger quand même à la majorité parce que j'estime que mes collègues aussi, c'est pas parce qu'ils s'occupent pas de ce fonds-là spécifiquement qu'ils ont pas leur avis. C'est important aussi de pouvoir avoir un avis différent, tu vois, d'apporter d'autres arguments sur l'acquisition ou pas du truc. Donc généralement, s'ils sont 8 à me dire que s'il faut l'acheter, moi je l'achète, quoi. Tant pis, j'ai les nerfs, mais je l'achète quand même. Tu l'achètes quand même. Je l'achète quand même. Mais sur la partie scientifique, tu peux pas non plus sélectionner des ouvrages donc trop pointus. Non. Parce que justement la ligne éditoriale la politique mentionne documentaire. Un public large. Voilà. La politique documentaire fait que je n'achèterai pas une thèse en économie
très, très importante, hein, mais j'achèterais pas une thèse très pointue en économie sur l'économie des zones rurales de 1945 à 1972, quoi, tu vois. Ça n'a, C'est trop niche. en bibliothèque publique, ça n'a pas sa place. En bibliothèque universitaire, sans doute, mais en bibliothèque publique, je ne le prendrais pas. Peut-être je le verrais, je trouverais que c'est intéressant, mais je ne l'achèterais pas parce que ça cible un public trop petit, c'est une niche. Ça cible un public trop petit, ça va pas intéresser nos lecteurs, et c'est surtout au détriment d'un livre qui coûterait aussi 20 € ou 30 € qu'on pourrait acheter et qui sortirait, on appelle ça sortir, tu vois, qui sortirait et qui serait lu par des gens. Donc en fait, il n'a pas sa place, il a une place dans une bibliothèque, hein, mais c'est pas la nôtre, une bibliothèque universitaire, une bibliothèque de recherche. Chaque livre a sa place. Faut qu'il trouve sa petite bibliothèque à lui. C'est pas chez nous. Et alors j'avais une question aussi, comment on s'adapte à son public? Est-ce que tu regardes les romans qui sont les plus empruntés et tu essayes en fonction de ces chiffres de faire des recommandations Je pense que tu es prêt à venir travailler avec nous. Effectivement, déjà, il y a des auteurs qui sont hyper recherchés. Et donc, ceux-là, on sait qu'on va les prendre. Après, chaque bibliothèque est dans un quartier, malgré tout. Et oui. Donc, on sait qu'on est dans un réseau. Peut-être que je vais prendre un livre qu'une grande bibliothèque du 15e ne prendra pas parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est pas le cas. Mais peut-être que notre public est plus familial, c'est moins le cas dans la bibliothèque du 15e. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes attentes. Et en fait, à force, quand on arrive sur un fond, au début, on ne sait pas trop. Donc, on essaie on brasse un peu large, quoi. On essaie de commander bien. Mais en fait, à force de travailler sur le fond, on voit ce qui sort. On a des statistiques, on les fait, on voit ce qui sort, on voit ce qui sort pas. Puis, il y a des choses, on tente, quoi. On se dit, tiens, c'est un premier roman. Je l'ai lu. Là, il me plaît. J'ai bien envie Allons-y, quoi. de le proposer. On y va. Et des fois, ça prend, et des fois, ça prend pas. Bon, là, c'est quand tu t'adaptes. Voilà, quand ça prend pas, on a essayé. On s'est pas trompé, mais on a essayé. Et juste, voilà, il y a des fois des suggestions des lecteurs. On a un petit classeur, les lecteurs nous. Ah, les lecteurs peuvent suggérer aussi. Donc des fois, ils nous suggèrent des trucs qu'on allait acheter, donc on leur dit c'est en commande. Et parfois, ils nous suggèrent des trucs qu'on n'avait pas vus. Ou qui sont peut-être un peu anecdotiques, voilà, sur un auteur, une maison d'édition. Donc on a des lecteurs qui suggèrent beaucoup. Et on a des lecteurs qui sont habitués de la suggestion. Donc pour faire plaisir, une fois ou deux, on peut acheter. Et puis quand on voit qu'il y a une visée, parfois, voilà. Des suggestions toujours voilà, dans la même des direction. sujets, le mec il va tout le temps sur la politique internationale ou voilà. À un moment donné, on se dit on a été OK pour une ou deux acquisitions. On n'abonde pas, voilà, on n'abonde pas, mais on répond toujours au lecteur. On lui dit on peut lui dire que c'est pas dans notre politique documentaire. Si tu veux, voilà, dans le classeur, on répond. On laisse pas la suggestion du lecteur sans réponse en disant non, en fait, juste non. Et puis il y a une question de diversité, c'est-à-dire que peut-être on a déjà, je pense plus, moi pas en roman, mais je pense plus aux sciences, par exemple sciences sociales, on a peut-être déjà un équivalent. Et comme on n'a pas non plus un budget limité et qu'il s'agit d'argent public, on est obligé de dire non, on a un équivalent, on vous conseille de lire celui-ci. Il traite des mêmes sujets, voilà, on est obligé de faire des choix. Il faut faire des choix. Exactement. De temps en temps. C'est ça. Merci beaucoup de merci nous avoir présenté l'envers du Merci. décor. On peut peut-être juste clôturer rapidement sur un petit coup de cœur ou je sais pas, un livre comme ça qui... Oui, alors d'ailleurs ça va me permettre d'annoncer la rencontre qui se passera pas chez nous, qui se passera à François Villon. C'est le 15 octobre, le mardi 15 octobre, de 19h à 21h, on reçoit Rebecca Ligueri. Donc c'est un pseudonyme, son vrai nom, parce qu'elle écrit sous les deux noms, c'est Emmanuel Bayamaktam. Et elle a sorti le Club des enfants perdus. Et je l'ai lu, et c'est un de mes coups de cœur. Et il est vraiment magnifique, il navigue entre merveilleux et j'ai pas le mot qui me vient, mais c'est un livre vraiment magnifique. J'avais pas préparé de parler de mon coup de cœur, voilà, je vrai, mais c'est vraiment. J'avais lu qu'il y a des hommes qui se perdront toujours de. Je sais pas si c'est elle. Oui, c'est elle. Plus c'est sous son pseudonyme de Rebecca Ligueri, puisqu'elle écrit un peu différemment sous son vrai nom d'Emmanuel Bayamaktam. C'est un peu plus, elle dit un peu plus culture populaire sous Rebecca Ligueri, mais non, mais c'est vraiment. C'est gros, mais il est gros, le livre fait 600 pages, mais il est magnifique. Parce que rendez-vous est pris, alors le 15 octobre. Excuse-moi, parce que la rentrée littéraire, là, dans le 10e, c'est dans les 3 bibliothèques du 10. Et oui. Voilà.
c'est important puisque c'est la radio locale, donc on parle du 10e. C'est dans les 3 bibliothèques du 10. On te redonnera les dates éventuellement d'autres où tu le mettras. Mais voilà, on a aussi acheté les livres en commun et puis on a des actions culturelles qui tournent sur les 3 bibliothèques avec les auteurs. Et ça, c'est important parce que c'est sympa qu'on travaille les 3 bibliothèques ensemble dans le 10e. Vous voyez souvent, quoi, les 3. Pour la rentrée littéraire et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et on a de plus en plus d'événements qu'on fait avec les 3 bibliothèques du 10e. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et toi, Julien. est-ce que tu as un livre? Non, Julien, j'ai pas de coup de cœur. Aucun coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur. Mais si, le dernier Mona Chollet, non? Ah oui, il est dans la rentrée littéraire. Bah, il est dans ta rentrée. Il n'est pas dans la rentrée littéraire, mais Mona Chollet. On accepte. Pour moi, voilà. Mona Chollet a écrit En finir avec la culpabilisation, je crois. Se sortir de la culpabilisation, enfin bref. Mona Chollet, c'est plutôt une auteure féministe, mais elle a écrit sur d'autres choses. Et voilà, donc c'est mon domaine d'acquisition, donc je l'ai acheté. Il était sur liste et il était évident. Là, j'ai pas fait un travail documentaire de ouf, mais voilà, Mona Chollet, c'est mon coup de cœur. Voilà, je me permets parce que je la connais un peu quand même. Merci beaucoup. Merci Christelle. Trop bien.